Si l'enquêteur identifié est le même que celui qui a rencontré la personne plaignante au stade de l'analyse de recevabilité, il est fort probable que l'on n'ait pas à rencontrer de nouveau la personne plaignante puisque sa déclaration initiale aura été complète. Donc, l'enquête va se poursuivre par la convocation de la personne dont la conduite est mise en cause. Cette personne sera appelée à consentir à un protocole d'enquête qui va établir les différentes modalités, les rôles, responsabilités et surtout qui va engager celle-ci à maintenir toute la confidentialité autour des allégations qui lui sont communiquées et aussi de s'assurer qu'elle ne communiquera pas avec des témoins et encore moins avec la personne plaignante pour éviter toute forme de représailles. Donc, la personne dont la conduite est mise en cause sera mise en possession des allégations avec une durée suffisamment importante pour lui permettre de se préparer adéquatement. Donc, le témoignage de la personne dont la conduite est mise en cause sera pris en note de façon détaillée avec un verbatim le plus élaboré possible. La personne mise en cause aura, comme la personne plaignante d'ailleurs, aura eu l'occasion de valider sa déclaration, d'y apporter les aménagements nécessaires. Lorsque la personne mise en cause aura validé et signé sa déclaration, l'enquêteur procédera d'abord à une première analyse pour identifier quelles allégations sont admises, quelles allégations sont niées, par exemple, et pour identifier qui sont, le cas échéant, les témoins qui seront nécessaires pour corroborer des allégations contredites, par exemple. L'enquêteur agira dans un principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il va convoquer uniquement les témoins qui seront nécessaires pour corroborer ces allégations contredites. Lorsque la preuve testimoniale ou documentaire aura été complétée, l'enquêteur doit maintenant procéder à l'analyse des déclarations pour essentiellement en arriver au constat. Est-ce que la personne plaignante, à qui appartient le fardeau de la démonstration de la survenance des conduites, de leur caractère hostile non désiré ou même de leur caractère abusif dans le cadre d'une plainte contre un gestionnaire? Donc, est-ce que la personne plaignante s'est déchargée de son fardeau de preuve? Cette analyse du caractère prépondérant de la preuve nécessite bien souvent l'analyse de la crédibilité des témoignages, puisqu'en matière d'harcèlement psychologique ou sexuel, très souvent, les allégations, les événements ont lieu à porte close, sans qu'aucun témoin ne soit présent. Donc, souvent, la clé est de procéder à une analyse judicieuse de la crédibilité des témoignages en se basant sur les critères reconnus de la jurisprudence à cette fin. Lorsque, donc, l'enquêteur a procédé à l'analyse de la prépondérance des probabilités, la prépondérance de la preuve sur chacune des allégations, il fera ensuite une analyse globale. Donc, il se posera la question, est-ce que les allégations qui ont été démontrées de manière prépondérante comme étant hostiles, non désirées ou abusives des droits de gestion sont suffisamment graves ou répétées à l'intérieur d'un même continuum de temps pour créer une conduite vexatoire? Dans l'affirmative, est-ce que la personne plaignante s'est déchargée, a fait la démonstration d'une atteinte plus que fugace à son intégrité physique ou psychologique? Et est-ce que la démonstration de la création d'un milieu de travail néfaste ou d'un effet nocif continu sur le milieu de travail dans la mesure où un acte unique est allégué a été démontrée? Si la réponse à ces questions est affirmative, l'enquêteur opinera sur le bien-fondé de la plainte d'harcèlement psychologique ou sexuel. Ces critères étant cumulatifs, si un seul des critères n'est pas retenu, la plainte sera considérée comme étant non fondée. Encore une fois, une plainte non fondée ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problématiques sous-jacentes qui engagent tout autant la responsabilité de l'employeur. Le rapport d'enquête sera accompagné d'un rapport à la direction. L'enquêteur étant dans une position privilégiée pour identifier les facteurs de risque qui ont contribué à l'escalade des tensions relationnelles, voire même aux perceptions de conduite vexatoire, devra, dans son rapport à la direction, essentiellement faire les constats sur quels sont les facteurs relationnels, structurels ou organisationnels qui ont contribué à l'escalade des tensions menant à une plainte d'harcèlement psychologique. Deuxièmement, il devra opiner à savoir est-ce que l'employeur s'est déchargé de ses obligations
préventives et de ses obligations défensives, telles que reconnues à la Loi sur les normes du travail, à l'article 81-19. Si la réponse est positive, évidemment, la responsabilité de l'employeur devant une plainte fondée sera toujours présente, mais ne sera pas aussi importante que si l'employeur n'a pas agi conformément à ses obligations préventives et défensives. Le dernier objectif du rapport à la direction, c'est de faire des recommandations pour agir de façon positive sur les facteurs de risque identifiés afin d'assurer à tous un milieu de travail sain.